Bienvenue au petit poteau politique pour cet autre numéro. Ce soir, nous parlerons d'argent, oui, d'espèces sonnantes et trébuchantes. Vous connaissez l'affiche de chroniqueuses au taquet qui vous promettent, comme tous les soirs, du feu. On se retrouve dans 2 minutes. Monsieur, bonsoir. Je vous l'ai promis, on parlera ce soir d'argent entre ceux qui agitent le chiffon rouge et ceux qui préfèrent le garder sur eux. Ça donne ce menu salé. Les professeurs du CAFOP réclament leurs indemnités. Les États-Unis, 9 millions pour le visa et 12 millions découverts sur un motocycliste à Guiglo. Pourquoi donc certains Ivoiriens préfèrent garder leur argent sur eux? Peut-être que nous aurons la réponse avec le banquier Guillaume Liby, avec qui nous parlerons aussi de l'Assemblée nationale. Il était candidat aux dernières législatives. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Marie-Gisèle. Alors, vous ne me ferez pas mentir. J'ai promis du feu en votre nom, Isabelle Vauvor. Cette année, vraiment, j'ai décidé d'être très gentille. Voilà. On verra bien. Aïcha Crépi, comment allez-vous? Ça va très très bien et comme la nature a horreur du vide, je serai le feu ce soir. Voilà, si Isabelle ne crache pas du feu, vous le ferez à sa place. Mais je suis sûre qu'elle vous rejoindra dans cet exercice. En tout cas, moi, ce soir, j'aimerais saluer tous ceux qui m'ont fait un petit clin d'œil aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vous aime tous, voilà. C'est bien entendu, Isabelle. Alors, une nouvelle crise dans le secteur éducation, on ne le sait pas, on ne le souhaite en tout cas pas, mais les enseignants du CAFOP réclament leurs indemnités et depuis quelques jours, n'est-ce pas, observent certains mouvements de grève. Et ce sera après le gong. En effet, j'en ai parlé hier, je l'ai évoqué déjà lors d'un autre débat. C'est depuis le 5 janvier, donc depuis ce lundi, les professeurs des CAFOP, vous savez, les centres d'animation et de formation pédagogique qu'on abrège en CAFOP, ont décidé de ne plus encadrer les stagiaires de l'École nationale supérieure, l'ENS, pour dénoncer le non-paiement de leur indemnité de 2023 pour l'année 2023-2024 et de 2024-2025, donc pour les 2 années en arrière. C'est vrai que ça secoue un peu le système de formation des enseignants parce qu'ils sont amenés à former aussi, à enseigner et à former peut-être d'autres personnes derrière. On espère que ça n'ira pas plus loin que ce qui est déjà entamé. Mais le mot d'ordre est clair, ce n'est pas une grève, pas encore tout à fait, mais ça s'apparente à un boycott, presque une grève. Voilà, sachant que c'est depuis le 29 décembre qu'ils avaient annoncé en tout cas cette note signée de même. Ils sont accompagnés par plusieurs syndicats, dont le Ciné-CAFOP, qui condamne aussi ce non-paiement. Et il déclare aussi, ce syndicat-là, qu'il y avait des promesses qui ont été faites en arrière, 1 année en arrière, 2 années en arrière. Ça devait être résolu en décembre 2025, donc il y a quelques jours, ce n'a pas été le cas. Donc voici un peu l'état des lieux. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas craindre, n'est-ce pas, un autre blocage de l'école? On en a connu l'année dernière avec le secondaire, Isabelle. Non, mais vous savez, je pense que si des engagements ont été pris par l'État vis-à-vis donc de ces enseignants, il faudrait que l'État justement puisse respecter les engagements qui ont été justement tenus vis-à-vis de tous ces fonctionnaires-là. Mais en revanche, ce que moi j'aimerais quand même souligner, c'est que les fonctionnaires sont les chouchous de l'État, c'est la prunelle des yeux justement de la République. Énormément de réformes ont été faites dans ce secteur justement pour leur permettre de mieux vivre en tout cas. Et là, on ne parle pas de salaire, on parle des primes justement qui manquent à l'appel. S'il manquait des salaires, je pouvais comprendre en tout cas que cette grève puisse prendre de l'ampleur. Mais les salaires sont payés, ce sont les primes qui ne sont pas payées. Là, ils vont quand même bénéficier du 13e mois qui a été justement octroyé par le président de la République. S'ils ne l'ont pas déjà touché, ils vont le toucher en tout cas ce mois de janvier. Donc je pense qu'il y a énormément qui a été fait. Non, mais il ne s'agit pas de la même prime, Isabelle. Ce ne sont pas des primes. Non, écoutez-moi.
Je parle des salaires qui sont payés. Là, on parle des primes. Mais je Non. dis quand même que le Mais 13e une prime est mois aussi sera un payé. engagement. Oui, c'est un engagement. C'est pour ça que je dis quand l'État prend des engagements, il faut que ce soit respecté. Mais je tiens quand même à rappeler que les fonctionnaires sont quand même pris au sérieux et sont surtout considérés comme les chouchous de l'État parce qu'aujourd'hui, la majorité des réformes qui ont été faites sont au niveau donc, du secteur de la fonction publique vis-à-vis donc, des fonctionnaires. Et ça se voit à chaque fois qu'il y a un concours pour rentrer dans la fonction publique, énormément d'Ivoiriens veulent y être justement parce que les avantages y sont. Et je tiens quand même à souligner que ce sont les mieux payés, les fonctionnaires ivoiriens sont les mieux payés de toute la sous-région. Donc tout ça aussi c'est à saluer. Mais en revanche, je comprends effectivement qu'on puisse grogner un peu, mais tout se règle par le dialogue. Et sans dialogue, bien sûr, on n'arrive pas. Donc le dialogue ne doit pas du tout être interrompu. Un dialogue Alors, inter-État. excusez-moi, je veux intervenir Avec si vous me plusieurs permettez. parties prenantes et notamment les fonctionnaires. Allez-y, Ils Aïcha. sont bien payés quand ils sont payés, d'accord. Juste pour revenir à ce qu'Isabelle disait, il ne s'agit pas de primes. Ils parlent eux-mêmes d'indemnité, d'encadrement. C'est pas exactement la même chose parce qu'ils ont un métier au-delà de leur métier d'enseignant qu'ils n'ont pas laissé tomber. Ils continuent à enseigner, ils le disent. Ils ne continuent pas à encadrer les enseignants qui sont en formation, donc on les appelle les stagiaires à l'ENS. J'estime que quand on a, et d'ailleurs l'État aussi l'estime puisqu'ils ont un revenu par rapport à ça, quand on a une activité autre que celle qu'on a principalement, c'est une autre indemnité qu'on doit avoir. Donc la prime, quand on parle de prime, c'est comme si c'était un cadeau de Mais l'État. justement, C'est une certains fonction Ivoiriens, qui est- Aïcha, vous c'est une deuxième rétorquent fonction qu'ils ont. qu'il n'y a que Attention. les enseignants qui réclament toujours indemnité et primes, et les autres secteurs, et les médecins, et les comptables, et pourquoi pas aussi les Non, j'en ai journalistes. parlé hier. La santé aussi réclame des choses. On en a Oui, parlé hier. Les mais ils ne journalistes- se mettent pas très souvent en grève comme les enseignants. Certains Ivoiriens vous font Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir de le faire. Je peux vous assurer qu'il y a des pays comme par exemple la France où on a quasiment un monopole sur les lignes ferroviaires. Ils s'amusent à faire des grèves en coupant les lignes ferroviaires tout le temps et donc ça paralyse le pays. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont un pouvoir là-dessus aussi. Et j'aimerais dire que ce ne sont pas les seuls parce qu'Isabelle a dit que les enseignants, que la fonction publique est le chouchou de l'État. J'en parlais un petit peu hier. La coordination nationale des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire a réagi face au retard récurrent de paiement des salaires du mois de décembre dans tous les établissements publics nationaux. Et ce ne sont pas les seuls. Hier, on parlait de la santé. Donc le chouchou, il faut le payer au bout d'un moment. Voilà. Les salaires sont payés. Moi, je pense que si a priori, on non. parle de primes ou d'indemnités, je pense en tout cas que tout se règle dans le dialogue parce qu'il y a des priorités étatiques à respecter, surtout dans des secteurs aussi sensibles qu'est la santé ou encore l'éducation, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais on y reviendra, on va Les suivre ce chercheurs parlent des dossier salaires, de en tout cas. près, on va suivre ce dossier de près. Alors, toujours une affaire de sous, de gros sous, 15 000 $, mesdames, 9 millions de francs CFA de caution pour obtenir un visa pour les États-Unis, mesure dissuasive où il s'agit de mieux contrôler l'immigration. Mesdames. Alors effectivement, obtenir un visa américain coûtera désormais beaucoup plus cher pour les Ivoiriens et bon nombre de pays, en tout cas dans la sous-région. On compte au total 38 pays qui sont donc visés par cette mesure-là. Donc à partir du 21 janvier 2026, certains demandeurs devront verser une caution qui pourrait atteindre 15 000 $, ce qui fait à peu près 9 millions de francs CFA. Donc cette mesure interroge véritablement sur est-ce qu'il s'agit là d'une sécurité migratoire ou alors d'une discrimination économique. Et pour moi, c'est clairement une discrimination économique qui est en tout cas appliquée parce qu'il faut justement être riche pour pouvoir obtenir un visa pour aller aux États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, je tiens quand même à rappeler les relations diplomatiques qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et les États-Unis depuis de très 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 longues années. On a des échanges commerciaux qui en 2024 s'évaluaient à plus d'1,9 milliard de dollars, des importations en provenance de la Côte d'Ivoire aux États-Unis qui dépassent donc le milliard de dollars également. En termes de coopération sur un secteur important pour la Côte d'Ivoire qui est la santé, les États-Unis ont engagé pas moins de 480 millions de dollars, voilà, avec la Côte d'Ivoire et d'autres accords de coopération économique, notamment dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'énergie. Donc pour vous, il faut jouer la carte de la diplomatie. Il faut jouer la carte de la diplomatie et ne pas voir en tout cas cette nouvelle réforme ou alors cette nouvelle décision comme un frein à la coopération entre les deux États, mais plutôt comme une nouvelle stratégie de Trump pour renflouer les caisses au niveau national chez eux. En parlant de Trump, c'est vrai que je ne suis pas forcément fan du personnage Trump. En revanche, Donald Trump n'a jamais dit qu'il était Gandhi
ou le Dalai Lama. Voilà. Évidemment qu'un visa, c'est discriminant. Évidemment. De tous les visas qui ont existé de tous les temps, ça a pour but de renflouer quand même un petit peu les caisses de l'État qui le met en place. J'aimerais dire quand même qu'on a plus de 2 millions en tout cas dans les dernières estimations, à peu près 2 millions d'Africains qui sont sur le territoire américain, à peu près 57 000 étudiants africains en mobilité là-bas aux États-Unis, en tout cas en 2024, selon les chiffres de l'agence Ecofin, c'est quand même pas mal de monde. Et Aïcha, justement, est-ce que ce n'est pas cela qui est remis en cause? Tous ces visas étudiants, n'est-ce pas, pour lesquels les bénéficiaires ne reviennent pas et restent sur le territoire? Non. Alors après, s'ils sont qualifiés, s'ils sont compétents et s'ils ont la possibilité de rester, pourquoi pas? J'ai envie de dire que ça permet pour eux de trouver du travail et en plus de ça d'avoir une situation dans un pays où on le sait qui est la première puissance mondiale, où la situation économique est quand même assez confortable. Donc on ne va pas leur reprocher non plus de saisir l'opportunité qui s'offre à eux, sachant que les États-Unis, pas comme d'autres pays, est ouvert à la compétence. D'accord? Je pense que là, ce qui est attaqué, là je parle d'abus, je ne parle pas de, j'allais y venir. de résidence régulière. Je pense que c'est l'illégalité en fait, de la clandestinité de l'immigration qui est attaquée très fortement. Là, on va de 5 000 à 15 000 $. Si un Ivoirien qui m'écoute là a 5 000 ou 15 000 $ sur lui, qu'il investisse dans quelque chose, n'importe quoi. Avec la bourse, on peut investir avec $1. Donc 15 000 $, on peut ouvrir un commerce, on peut faire plein de choses ici. Mais justement, le chef de l'État a demandé à tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, en particulier les étudiants, qu'ils rentrent après leurs études. Oui, qu'ils rentrent pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire prenne un petit peu de ce qu'ils ont appris ailleurs et deviennent riches économiquement, deviennent fortes économiquement, un peu comme le pays où ils sont actuellement. C'est ça le but en fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est clairement pour discriminer parce que même les points d'entrée et sortie sont imposés. Les aéroports sont précis, on n'a pas le droit d'aller où on veut et de revenir où on veut avec ce type de visa-là. Donc effectivement, le dépôt de garantie en plus ne garantit pas d'obtenir le visa. Donc il faut vraiment avoir envie de visiter ce pays-là. J'insiste là-dessus, si vous avez 15 000 $, gardez-les, investissez, restez chez vous. Vous irez aux États-Unis quand vous le voudrez, quand vous aurez établi votre situation ici. Rien n'est pressé de toute façon. Cette décision, moi, elle m'inquiète un peu. Je voulais juste terminer, pardon. J'ai juste oublié un point qui est important. Petite parenthèse, hein, c'est quand même un pays où chaque année, la police tue 250 à 300 Afro-Américains. D'accord, pour des raisons diverses et variées, justifiées ou pas justifiées. Je veux dire, c'est 13% de la population uniquement, les Afro-Américains. Et ils sont tués par centaines chaque année. Donc est-ce que c'est un pays où on va aller comme ça visiter parce qu'on a envie? Il y a aussi un moment où il faut s'enorgueillir de certaines choses, certaines injustices. Cette décision, moi, ça me fait penser à autre chose, c'est-à-dire que une fois qu'on corse l'accessibilité au visa, ça développe en revanche des réseaux parallèles de clandestinité. C'est-à-dire que s'il faut dépenser autant pour avoir un visa dans les normes légales, plusieurs réseaux parallèles, en tout cas de clandestinité, peuvent se développer. Donc il y a des conséquences nuisibles aussi. Mais il faut rappeler que c'est une caution qui est remboursée lorsque le visa n'est pas obtenu ou si vous remplissez les conditions qui vous ont été fixées pour l'accès au pays. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Soubré, où les autorités locales ont pris leurs responsabilités, notamment la préfecture qui a pris l'initiative d'exiger le port de casque aux motocyclistes. Pardon. Vas-y. Voilà, Isabelle, Isabelle, vous vous réveillez, donc le feu est là. Non, alors effectivement, à Soubré, il y a la préfecture qui a donc entamé une grosse campagne de sensibilisation vis-à-vis des populations pour le port de casques à moto, ce qui est une très bonne chose et d'ailleurs, ça devrait être étendu à l'ensemble du territoire national. Je pense que c'est déjà le cas, mais il faudrait davantage corser la chose parce qu'on voit énormément de motocyclistes rouler sans casque, souvent à 2-3 sur une moto, sans avoir de véritable interpellation sur la question. Donc c'est une question qui est vraiment, qui doit être prise au sérieux. Une fois que je finis de dire cela, la sensibilisation, c'est quelque chose d'important parce qu'elle vient avant la répression, justement. Donc il faut davantage de sensibilisation et même aller plus loin que la sensibilisation classique qu'on voit aujourd'hui avec les messages qui sont relayés, etc. Il faudrait passer même à la distribution, pourquoi pas, gratuite de casques
aux différents motocyclistes, parce que je tiens quand même à rappeler que même si on a une moto, il faut savoir que le casque coûte quand même assez cher. Le prix moyen, hein, c'est environ entre 50 et 700 euros. En francs CFA, ça avoisine les 50 000 francs Mais CFA. Isabelle, On les a pas envoyés? l'air de Donc, Noël semble vous visiter en oui, janvier, donc offrir du des coup, casques à tous les motocyclistes. Oui, ça pourrait être justement une très bonne campagne de sensibilisation, parce qu'une fois que cette campagne va être amorcée, vous allez voir que tout le monde va vouloir avoir justement son casque à porter. Donc pourquoi pas aller aussi loin, faire des partenariats avec des organisations internationales qui pourraient justement se saisir de la question pour offrir des casques à bon nombre Et de puis, citoyens. pourquoi D'autant plus pas que aussi, n'est-ce pas, amener les vendeurs de motos à faire un combo moto-casque. Une moto achetée, un casque offert, par pourquoi exemple. pas. Tout à fait. Pourquoi pas. Alors, Aïcha, je vous sentais dubitative tout à l'heure. Très. Vous seriez plutôt, n'est-ce pas, pour sévir, j'ai Ah oui, l'impression. ah oui, parce que bon, Isabelle dit qu'on n'a pas, le casque est un peu cher. Oui, mais on ne les a pas envoyés d'acheter une moto. Et en plus, ça coûte moins cher qu'un véhicule normalement. Le casque coûte cher, mais on ne leur a pas demandé d'aller sur la route avec une moto. Et il faut savoir maîtriser l'engin. Quand on roule une moto, en principe, c'est vrai qu'on est dans des pays chauds, mais on doit protéger toutes les parties sensibles, puisqu'on n'a pas de carrosserie sur nous. On est livré à nous-mêmes. Le casque est l'une des seules protections que dont le motocycliste dispose, je le rappelle. Donc s'il n'a pas peur pour sa propre sécurité et celle des autres, je ne sais pas ce qu'on peut faire à ce niveau-là. J'aimerais juste rappeler que de janvier à octobre 2025, en Côte d'Ivoire, on a eu plus de 19 000, presque 20 000 accidents de la route. On ne parle même pas du mois de décembre. J'aimerais aussi rappeler que dans les engins recensés par la direction de la route, on a 1000 motos qui ont été, engins de 2 à 3 roues, pardon, qui ont été immobilisés, sachant qu'ils en ont recensé 2000. Donc c'est la moitié qui a été immobilisée pour défaut de casque, des défauts de casque, non port de casque, on est à 503. Donc c'est la moitié des 1000 qui ont été immobilisés. C'est quand même assez grave. Et on en voit tous les jours, Isabelle l'a dit. Parfois, ils sont à 2, 3, 4, ils font la queue leu sur la moto et ils se pavanent, ils vont très bien sur la moto. Je peux vous assurer... Alors pour vous, quelles devraient être les sanctions? Le retrait des déjà, motos, des amendes, qu'est-ce que ça devrait être? Je trouve qu'on n'est pas assez sévère. Souvent, on suspend les permis, mais on ne retire pas. Il faut les obliger à le repasser correctement parce qu'il va falloir dépenser de l'argent, parce que c'est payant l'auto-école. Il faut les obliger à aller à l'auto-école. Et il y a des centres, je crois qu'ils sont dédiés, ils ont commencé à le faire récemment. Mais avant ces sanctions, est-ce que la sensibilisation était suffisante, Aïcha? Je pense que justement, ce que fait le préfet de Soubré, c'est très bien. La préfecture a raison. Mais là, il ne s'agit que de Soubré. Est-ce qu'il y a une sensibilisation mass média pour tout le pays? Vous avez dit le mot. Tout le monde ne connaît pas ce que veut dire mass média, mais effectivement, sensibilisation de masse, c'est ce qu'il faut faire. Il faut des campagnes tous les jours, mais il faut surtout sévir. Moi, je prends l'autoroute tous les jours. Ces gens qui n'ont pas de casque sur leur moto, personne ne les arrête. C'est ça le truc. Il faut les prendre sur le fait accompli et immobiliser immédiatement la moto quand on voit le fait accompli qui est devant nous. Il y a des vidéos, il y a des caméras partout aujourd'hui à Abidjan. On peut retrouver la plaque et les immobiliser immédiatement et les obliger à payer une forte somme. L'argent est dissuasif. Quelqu'un qui s'amuse à payer, je ne sais pas moi, 50 000, 20 000 tous les jours, il ne recommencera pas, je peux vous le dire. Il ira acheter son casque parce qu'il va réfléchir et à la longue, ce sera moins cher pour lui. Ah ben Mardoché, je sens qu'il va nous falloir un peu d'eau sur ce plateau. Aïcha, pète le feu ce soir. Mardoché, c'est notre chef. Inutile, vraiment. C'est notre chef de plateau. Voilà. C'est notre chef de plateau. Donc, sanctions, mais avant cela, sensibilisation. Est-ce que vous pensez que le fait que les motos soient devenues, n'est-ce pas, des engins très usités, n'est-ce pas, ne crée pas ce bug-là? Je pense qu'avec les nouveaux emplois qui sont créés avec les services de livraison, Tout etc., à fait. il faut justement une tentative d'autorité intelligente. Et pour moi, cette tentative d'autorité intelligente se traduit justement par la sensibilisation, parce que c'est quelque chose de nouveau. Il faut donc... Il faut accroître la sensibilisation. Il faut accroître la sensibilisation et cette sensibilisation doit bien entendu intervenir avant la répression. Merci Isabelle. Alors lui, je ne sais pas s'il avait son casque, mais en tout cas, un motocycliste impliqué dans un accident de moto à Guiglo détenait sur lui 12 millions de francs CFA. Mesdames, pourquoi certains Ivoiriens préfèrent garder leur bas de laine sur eux? Alors effectivement, il n'avait peut-être pas de casque, mais il avait de l'argent, beaucoup d'argent, 12 millions sur lui. C'est un accident de circulation qui a impliqué 2 motos qui s'est produit précisément à Mona, situé à 6 km de Guiglo.
3 hommes ont été blessés, l'un d'eux transportait une importante somme d'argent, je l'ai dit, 12 millions de francs CFA qui ont été donnés à la police. J'imagine que ce sont les pompiers, les premiers arrivés sur place, qui les ont remis aux autorités compétentes. Ça pose question effectivement de savoir pourquoi est-ce qu'on a autant d'argent encore qui circule en espèces, alors même que les banques pullulent. Dans la capitale et dans d'autres localités. Les banques sont en dehors aussi d'Abidjan, alors même qu'on a des systèmes de mobile money qui ont explosé d'ailleurs depuis quelques années. Aujourd'hui, on a un taux d'inclusion financière dans la dernière enquête de la Banque mondiale qui montre que le taux d'inclusion est passé de 51% contre 41% en 2017. Donc ça a augmenté de 10 points. Après, on sait très bien que, sans vouloir jeter l'opprobre sur un secteur en particulier, mais on sait très bien que en Côte d'Ivoire, j'imagine que dans d'autres pays de la sous-région, c'est pareil. Parfois, les délais sont très longs quand on veut retirer de l'argent. On nous dit souvent qu'on a des problèmes de réseau. Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai des comptes dans plusieurs établissements. C'est un peu pareil à chaque fois. On peut attendre des jours et des jours. Vous appelez, on vous dit qu'il n'y a pas de réseau. Donc, si vous avez de l'argent qui dort et que vous en avez besoin en urgence, on peut vous faire attendre 1 mois facilement comme ça pour ces problèmes de réseau. Alors, c'est quoi le problème de réseau concrètement? Ça veut dire quoi? C'est la trésorerie qu'on n'a pas. C'est quoi exactement le problème? Puisqu'on n'est pas transparent avec le client. Je précise que le mobile money aide aussi ceux qui n'ont pas forcément confiance, n'ont pas forcément de papier en règle pour aller vers les établissements bancaires. Ça a beaucoup aidé. Même le secteur des taxis a été aidé par ça. Ça a réglé le problème de monnaie aussi. Est-ce que toutes les localités, tous les villages, tous les campements connaissent ces systèmes-là encore aujourd'hui? Je me le demande. Si on arrive à prendre le risque de se trimballer un moto avec 12 millions sur soi, je me dis que la personne ne sait peut-être pas qu'elle peut tout simplement les déposer sur un compte et les envoyer. Après, il y a des mobile money qui prennent beaucoup de frais. C'est peut-être pour éviter les frais aussi. Entre un accident ou un cambriolage ou une agression parce qu'on a de l'argent et des frais, il faut mesurer quand même le risque le plus élevé. Honnêtement, ce sujet-là, je ne sais pas s'il il faille en faire un état d'âme sur le taux de bancarisation, parce que c'est sans doute quelqu'un qui avait de l'argent et qui devait aller le déposer à un point A, ou peut-être même qu'il venait de retirer de l'argent à la banque, qu'il avait des choses à faire, enfin des trucs personnels, je ne sais pas. Mais ça, on ne va pas remettre en question le taux de bancarisation sur la question, parce que tout simplement, le taux de bancarisation évolue plutôt bien. Le taux de bancarisation strict en Côte d'Ivoire s'élève à environ 31,2%, mais le taux de bancarisation élargi, c'est-à-dire à la microfinance, au mobile money, etc., dépasse donc les 58% justement selon la Banque mondiale, des données qui datent de 2024. Donc moi je pense en tout cas qu'il ne s'agit pas sur ce cas de figure-là d'un taux de bancarisation qui sera à mal, que les gens n'ont pas compris justement la pertinence de la chose, parce que justement il l'utilise de plusieurs façons, à la fois en microfinance, en mobile money ou alors en compte bancaire classique. La problématique ici, c'est juste un individu malheureux qui a eu un accident, qui avait donc de l'argent sur lui, qui partait faire peut-être ses achats. Il n'est pas malheureux, il a 12 millions quand même. Non, je dis malheureux parce qu'il a subi un accident, ce qui est malheureux, voilà. Donc ça peut arriver à tout le monde d'avoir de l'argent. Vous êtes d'accord quand même, Isabelle, il avait sa plantation, il devait faire... Bon, enfin, bref, voilà. Vous êtes d'accord quand même, Isabelle, qu'on y a quand même un petit souci avec le taux de bancarisation. Vous parliez de 30% tout à l'heure, et puis aussi de la digitalisation. Parce que, comme Aïcha le disait, si la digitalisation marchait très bien, il n'aurait pu faire du mobile banking, tout simplement, au lieu d'avoir des coupures sur lui. Non, écoutez, on a aujourd'hui, le taux de bancarisation va très bien, parce que je parle du taux de bancarisation élargi, voilà, c'est-à-dire à la fois les comptes bancaires, les microfinances et le mobile money. On a 24 millions de comptes actifs en termes de mobile money en 2025. Donc c'est 80% de la population qui aujourd'hui possède un compte, la population adulte, je précise, qui possède aujourd'hui un compte mobile money. Donc en fait, le taux de bancarisation, pour moi, ne souffre de rien. Il faut laisser, en tout cas, les uns et les autres fonctionner comme ils ont l'habitude de le faire, mais avec prudence, bien entendu, parce que le malheur n'est jamais loin. En tout cas, ce n'est pas sur ce sujet que je vous mettrai d'accord. Oui, peut-être qu'on aura une réponse. Je reviens à vous tout à l'heure, Aïcha, avec notre invité du jour, puisqu'il est banquier. Guillaume Liby, expert financier, va donc nous rejoindre le temps qu'on termine ce sujet et nous donner ses lumières avant qu'on ne parle de l'Assemblée nationale. Bonne arrivée, Monsieur Liby. Merci. Et bonne année 2026 à vous. Bonne année à vous et puis bonne chance. Bonne continuation dans votre émission, une très belle émission. Merci beaucoup. Alors, vous nous voyez dans le feu de l'action. On est en train de parler du taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Est-il suffisant? Vous voyez que mes deux chroniqueuses ne sont pas d'accord sur le sujet. Oui, c'est un sujet important
Mais effectivement, le taux de bancarisation reste faible. Bon, c'est vrai que j'ai entendu dire, effectivement, il y a deux taux aujourd'hui. Il y a le taux de bancarisation au sens strict, et puis le taux de bancarisation au sens large, qui inclut tous les comptes mobile comme money, Isabelle l'a etc. indiqué. Voilà. Donc, il y a encore des efforts à faire parce que les banques sont encore loin de la population. Donc, ensuite, les conditions pour ouvrir des comptes sont encore difficiles. Donc, il y a beaucoup d'agents économiques qui sont encore en dehors du système bancaire. Et beaucoup d'efforts devraient être faits pour inclure davantage de personnes dans le système bancaire. C'est important pour le financement de l'économie. Donc, les choses vont certainement s'améliorer avec, n'est-ce pas, cette nouvelle mandature. Nous sommes dans le quinquennat de la Grande Côte d'Ivoire. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, un nouveau dispositif va bientôt se mettre en place et le secrétariat général prend déjà les mesures. Il invite les députés ne faisant pas l'objet d'un contentieux à venir le visiter. Effectivement, ça a été rendu public dans un communiqué publié donc, le mercredi 7 janvier. Les députés, enfin les futurs députés qui ne font pas l'objet d'un contentieux sont appelés à se rendre à l'institution pour retirer des documents. Voilà, ça invite à plusieurs questions. Moi, je me demande si ce n'est pas un peu précipité déjà, puisque on n'a pas encore de point du Conseil constitutionnel qui doit quand même statuer pour nous dire qui est député finalement et qui ne l'est pas, quel recours on a eu, qu'est-ce qu'ils ont décidé par rapport à ces recours-là. Donc j'ai l'impression qu'on veut vite installer ces députés-là et peut-être rapidement changer peut-être le président de l'Assemblée, faire une élection assez rapide. Pourquoi se précipiter alors qu'a priori on attend normalement la décision du Conseil? Je veux dire, il y a quand même des règles, il faut les respecter jusqu'au bout. Est-ce que cela s'adresse aux députés qui n'ont pas de contentieux en cours? Mais pourquoi se précipiter? Nous faisons les choses dans les règles. Peut-être qu'il y a tout simplement un calendrier administratif. Moi, je ne vois aucune précipitation. Je pense que le communiqué, il est très clair. On invite les députés qui n'ont pas de contentieux, c'est-à-dire que ce sont ceux-là qui sont, en tout cas, confirmés en termes d'honorabilité et de députation. Donc ceux qui ont encore un contentieux en cours, ceux-là peuvent en tout cas avoir des reprises au niveau donc, de leur localité, des reprises d'élections en leur sein. Donc moi, je ne vois pas du tout de problématique sur la question. Les dossiers administratifs prennent souvent un peu plus de temps. Ils ont déjà été élus, il n'y a pas de contentieux les concernant. Ils peuvent venir retirer les dossiers et avancer justement sur les documents à fournir parce que, bien entendu, ces documents-là leur permettra de pouvoir toucher les premiers émoluments, etc. Donc, le mois a déjà commencé. Il faudrait justement que nos élus, nos honorables puissent... Je vous avais dit que ce soir, on parlerait d'espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, Monsieur Liby, vous étiez vous-même candidat aux législatives. Oui, j'ai été candidat dans la circonscription 68 Libérois d'Inyango Galebo. Et bon, voilà, j'ai été candidat. Vous n'avez pas été élu, mais demain sera un autre jour. Oui, demain est un autre dans très jour. peu de temps, en 2030, il y aura encore... Vous avez posé un recours ou pas? Non, il n'y a pas. J'ai fait deux constats au cours de cette élection. Alors, la personne qui a gagné, et donc bravo. Deuxièmement, on constate aussi que malheureusement, les élections ne donnent pas lieu à des échanges d'idées pour le Parlement, alors que le Parlement, quand même, c'est une institution très, très importante qui non seulement valide les lois du gouvernement, mais aussi peut proposer des lois. Donc, les élections législatives, c'est des élections très importantes. Et malheureusement, on n'a pas assisté à des échanges d'idées. Voilà. Quand vous parlez, on n'est pas assisté à des échanges d'idées. Oui, bon, la campagne, on a constaté que bon, c'était plus ou moins une petite foire aux cadeaux. Des échanges de cadeaux surtout. Voilà, des échanges de cadeaux, des gadgets. Et mais peut-être que c'est la période qu'il Non, je pense que non, ça n'a rien à voir la période. C'est un constat clair de la pauvreté. Vous pensez que nos campagnes n'ont pas encore le niveau qu'il faut pour soutenir nos démocraties? Il y a un vrai problème de pauvreté en fait dans nos régions qui font que ces élections sont aujourd'hui perçues par la population comme un moyen plus ou moins de gagner de l'argent. Et peut-être aussi de niveau d'instruction. Oh oui, écoutez, regardez, moi j'ai fait une proposition pendant ma campagne où j'ai parlé de la réforme de la commercialisation du cacao, par exemple. Vous voyez? Et ça, avec une telle réforme, on va rendre les paysans millionnaires. Mais malheureusement, personne n'a écouté ça. Donc ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction.
Parce que de toute façon, le niveau d'instruction, le niveau de sagesse, c'est deux choses différentes. Donc la question, effectivement, de savoir, c'est au quotidien. Est-ce que les gens gagnent aujourd'hui? Et là, ça nous ramène à la question de la pauvreté. Donc, deux constats dans ma circonscription. Le vainqueur a gagné, bravo. Mais on constate qu'il n'y a pas de débat d'idées, c'est juste une période où il faut élever le niveau du débat. C'est important d'élever le niveau du débat parce qu'à la fin de la journée, vous allez avoir une Assemblée nationale qui ne fera jamais de propositions, qui ne pourra pas être capable de titiller le gouvernement, de contrôler le gouvernement, alors que c'est une responsabilité très importante. Vous savez, un pouvoir est assis sur trois piliers. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Donc si le pouvoir législatif est faible, comme va l'être, en tout cas avec ce qu'on a vu, évidemment, le pouvoir... Et justement, avant d'arriver au nouveau dispositif, est-ce que les hommes politiques n'ont pas leur responsabilité, justement, dans ce que vous décriviez là tout à l'heure? Oui, certainement. Les hommes politiques, pouvoir comme même opposants, hein, je parle de la globalité. Absolument. Je suis d'accord avec vous, la responsabilité est toujours partagée. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une campagne, je dirais, correcte, où j'ai fait des propositions, j'ai émis des idées, etc. Mais bon, je n'ai pas été suivi. J'ai même publié parce que pour moi, c'est très important, j'ai publié mes propositions là, que j'avais faites durant la campagne dans mon journal Notre Voix. Et je viens d'être appelé par un journaliste kenyan qui souhaite une version anglaise de ce que j'ai écrit parce que j'ai parlé de la commercialisation, la réforme de la commercialisation du cacao pour mettre le paysan au centre. Donc, c'est des sujets qui ont intéressé des gens. Bon, malheureusement, ça n'a pas intéressé... Pas le grand nombre. pas nos populations, c'est plutôt à l'extérieur que c'est intéressant. Non, voilà un peu... D'accord. Alors, bientôt, la nouvelle législature va se mettre en place. Avant cela, élection présidentielle, maintenant démission du gouvernement. Bref, tout le dispositif est en train de se mettre en place. Votre regard, justement? Non, bon, je pense que le dispositif, c'est naturel. Hein. Après les élections présidentielles, les élections législatives, c'est tout à fait normal que donc les élus qui sortent donc, de ces élections prennent des dispositions pour commencer à gouverner. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que le chef de l'État, disons, où le Premier ministre a présenté la démission de son gouvernement pour que justement un autre gouvernement puisse se mettre en place pour lancer donc la machine. Mesdames, l'invité est à vous. Bonsoir Monsieur Liby. Bonsoir Madame. Petite remarque quand même, si vous dites que la population est pauvre, je ne pense pas qu'elle va se ruer comme premier achat vers un journal. Donc peut-être qu'il faut trouver un autre moyen d'exprimer ces débats d'idées. La télé n'a plus le monopole depuis longtemps de l'expression publique, donc je pense qu'il y a d'autres moyens. C'est une petite remarque à titre personnel. Quelles leçons est-ce que vous tirez de vos expériences électorales en 2021, puis tout récemment en 2025 ? Merci. Non, vous avez raison de dire qu'il faut s'exprimer de divers canaux avec la population. On le fait forcément pendant que lorsque vous êtes en campagne, vous visitez les gens, vous les rencontrez, là où ils sont, vous parlez leur langue, vous les exposez ce que vous avez à dire. Non, mais ce que je disais, c'est que les élections sont passées, mais je trouve que l'idée que j'ai mise est une très bonne idée, donc je l'ai écrite pour que ceux qui ont été élus puissent en inspirer. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça va au-delà de votre personne. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais vous savez, les propositions de loi peuvent être formulées par les citoyens eux-mêmes aussi, hein, c'est-à-dire proposer une proposition de loi au Parlement, justement. Ça peut être justement saisi par l'ensemble des députés. Oui, voilà. tout à fait. Donc on n'est pas forcément obligé d'être un élu pour... Non, il faut être élu parce que vous pouvez pas... C'est vous qui faites votre loi, c'est vous qui connaissez très bien. Donc vous pouvez passer par quelqu'un, je suis d'accord avec vous, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas opposer quelqu'un qui juste fait une proposition et puis quelqu'un qui... ingénieur une proposition, tu vois, c'est la chose un peu différente. Non, la place... Isabelle? Non, certes, c'est différent, mais je veux dire que de quelque manière que ce soit, on peut toujours faire évoluer les choses. Bien sûr. Voilà. La preuve, moi, je suis en train d'écrire, bientôt, peut-être que je vais revenir, je vais faire apparaître un livre bientôt sur la banque. Vous étiez en train de parler de la banque. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut contribuer d'une manière ou d'une autre, soit dans l'action directe, soit dans l'action indirecte. La gauche ivoirienne, est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui? Le FPI, dont vous êtes membre, est-ce qu'il a encore sa place dans cet échiquier politique? Oui, non. Après cette élection? Oui, absolument. Le fichier politique n'a pas vraiment varié. Hein. On voit bien que la Côte d'Ivoire serait devenue orange et tout.
Mais bon, les choses n'ont pas vraiment changé. Quand vous allez sur le terrain, vous constatez que les positions, par exemple, au niveau de la gauche, les militants sont là, sauf qu'ils sont désabusés. Donc, ils ne viennent pas voter. Ils sont désabusés. Ils sont désabusés. Certains disent, oh, mais les élections, c'est déjà perdu, ils ont déjà gagné, etc. etc. Et d'autres, voguent avec le vent du moment. Donc, mais les positions n'ont pas vraiment varié. Donc, je pense que dans ces conditions, la gauche a toute sa place. Là que réside aussi votre responsabilité d'homme de gauche. Vous avez du mal à unir la gauche. Pascal Affi-N'Guessan Ouadon-Melo a appelé séparément à l'union de la gauche. Est-ce que vous y croyez? Non, écoutez, vous avez raison. Moi, je dirais même plus que ça. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de... uniquement de la gauche, c'est-à-dire que l'opposition de manière générale... mais déjà la gauche elle-même... Oui, mais ça dit qu'il y a des questions d'unité qui sont nécessaires et qui ne sont pas encore tranchées, vous voyez. Et qu'est-ce que vous faites pour arriver à trancher cette question qui me semble fondamentale? Oui, c'est une question fondamentale, mais bon, les discussions sont en cours. Ça dure, hein, ça fait longtemps, monsieur Liby. Les élections viennent de se terminer. Et donc, tout le monde a constaté que désunis, on n'avance pas. Et donc, il vaut mieux trouver des terrains d'entente. Non, je pense que c'est des choses qui vont se mettre en route. Affi-N'Guessan, comme leader de la gauche, on a vu un rapprochement avec Laurent Gbagbo un peu avant les législatives. Est-ce que ça présage d'aller plus loin, une place en première position? Oh, vous savez, c'est les militants qui vont décider, mais la gauche ivoirienne a ses figures. La figure tutélaire, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais il a dit qu'il partait à la retraite, c'est ce que je voulais dire. Comme lui-même, il a annoncé son départ à la retraite, donc naturellement, il y aura un renouvellement générationnel, pour utiliser le mot à la mode, un renouvellement générationnel. La transmission générationnelle. La transmission générationnelle, forcément, ça aura lieu. Et dans ces conditions-là, Affi-N'Guessan a un profil extraordinaire. C'est un homme qui est posé, très intelligent, qui a de très bonnes idées. Et il peut être un successeur valable du président Laurent Gbagbo, tout comme d'ailleurs à Ouadon-Melo ou d'autres. De toute façon, la question n'est plus là. La question est de se mettre ensemble pour faire revivre la démocratie ivoirienne. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement de la gouvernance du RHDP? Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'espoir au niveau de la gauche, mais au niveau du RHDP, quelles sont vos projections au vu donc des dernières élections législatives? Vous avez parlé tout à l'heure de la colorimétrie justement de l'Assemblée nationale. Juste avoir votre point de vue là-dessus. Non, je pense que le RHDP a gagné les élections dans les conditions actuelles. C'est-à-dire les conditions actuelles sont la très faible mobilisation des électeurs. Donc, ils ont gagné, félicitations, mais la réalité est que la mobilisation des électeurs est faible. Oui, mais et le meilleur indicateur, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'éducation, etc., le meilleur indicateur, c'est la commune de Cocody. À la commune de Cocody, le taux de participation est plus faible que partout ailleurs. C'est parce que, justement, les électeurs ne se retrouvent pas dans cette dynamique actuelle. Et c'est une image qui se propage sur l'ensemble. Mais le RHDP a gagné dans les conditions actuelles, bravo. Ils sont donc, oui, mais à Cocody, c'est le PDCI qui est est le vainqueur. Donc, oui, je pense que l'engouement aussi pourrait retransmettre l'ensemble de la gouvernance des différents partis politiques. Hein. Ça peut être également celui de l'opposition. Bien sûr. On sait que depuis toujours, Cocody est une commune qui a toujours appartenu, justement, qui a toujours été PDCI. Donc, parler aujourd'hui du taux de participation avec le cas spécifique de Cocody en parlant de la gouvernance générale du RHDP, pour moi, c'est un peu... Non, vous vous trompez. En 90, par exemple, en 2000, Cocody était tombé au niveau avec le FPI. Donc, ce n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que les gens à Cocody reflètent le niveau de mobilisation des Ivoiriens. Parce que, justement, comme elle a indiqué, c'est le premier, c'est le carré... Non, écoutez-moi, c'est le carré où le niveau d'éducation est le plus élevé en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et c'est là-bas que le taux de participation est très faible. Donc, il y a une désaffection vis-à-vis de... Ce qu'Isabelle... Je ne suis pas d'accord. Parce que là où il y a le plus... Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Laissez-moi finir. Okay, Isabelle, on va laisser monsieur Le niveau de Liby terminer. désaffection est élevé. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que si tout le monde votait, le RHDP ne gagnerait pas. Ce que je veux juste dire,
c'est que le niveau de mobilisation des électeurs est faible. Et cela est donné par la commune où le niveau d'éducation est le plus élevé. Et ce qu'Isabelle tente de vous dire, c'est que cela incombe à tous les partis politiques, mais pas seulement au RHDP. Non, je veux dire, aujourd'hui, enfin, tout le monde peut gagner, même si on a... Ça dit que si la mobilisation est forte, le RHDP peut gagner. C'est possible. Mais ce que je constate simple, c'est qu'il y a une démobilisation des électeurs. Et dans cette démobilisation des électeurs, le RHDP est sorti vainqueur. Donc bravo. C'est tout ce que je En tout cas, on vous retrouvera encore sur ce plateau, j'en suis sûre. C'est la deuxième fois que vous venez pour parler de politique. Je rappelle, Guillaume Liby, que vous êtes expert financier, banquier et aussi homme politique. Merci d'être revenu sur ce plateau. Merci, mesdames. Vous m'aviez promis du dynamisme, je l'ai eu. Donc, je vous souhaite un très beau repos ce week-end pour me revenir lundi, encore avec la même dose. Merci à vous de nous avoir suivis, mais ne décrochez pas. Les programmes de Live TV continuent avec le vrai match. Peut-être que vous aurez l'occasion de trouver là la compagne ou le compagnon de votre vie. À très bientôt.